Hey, coucou les joueurs, coucou les joueuses, content de vous retrouver, c'est aujourd'hui mardi 2 juin. Ça y est, on démarre le mois de juin en fanfare et avec vous pour notre café du matin de début de semaine. J'espère que vous avez bien profité de ce week-end prolongé et que vous en avez profité pour jouer et peut-être un petit peu rejouer. Alors c'est vrai que quand il fait beau, on a tendance un petit peu à sortir, mais il n'empêche qu'on peut tout à fait jouer dehors à partir du moment où, quand il y a du vent, on a de quoi protéger les cartes. Ceux qui sont allés déjà à Paris et Ludique savent de quoi je parle. Aujourd'hui, notre café du matin, je suis seul avec vous. Enfin, seul, pas vraiment. Heureusement, parce que Florian est là pour tout ce qui est technique. C'est lui qui vous a concocté et qui vous a mis la petite musique de début, la petite musique d'attente. C'est lui qui l'a composée d'ailleurs. Oui, si vous voulez, nous, on a un monsieur Florian qui fait de la photo et de la musique et de la réalisation. Et du coup, grâce à lui, je peux pouvoir, c'est pas très français, je peux tout court me concentrer sur la vallée des marchands. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Eh ben non, forcément, bien sûr. La vallée des marchands. Je vous fais un petit focus aujourd'hui sur la vallée des marchands parce que c'est un coup de cœur et comme je vous l'expliquais la semaine dernière dans nos émissions, c'est un coup de cœur à retardement. On a eu le plaisir de recevoir Brajlon et de faire une partie de la vallée des marchands sur Trick Track. Et puis, ben voilà, peut-être chassé par le flot quotidien des nouveautés, je ne m'y étais pas plus arrêté que ça. Et puis est arrivé dernièrement la vallée des marchands 2, le deuxième volume, qui est un stand-alone, mais qui bien sûr est mixable aussi, et la vallée des marchands, l'ère des maîtres du commerce, avec son Seal of Excellence de la part de Dice Tower. Et ben je sais pas pourquoi, mais là, on s'y est remis avec le plaisir du déconfinement. Et je peux vous dire que mon petit cœur de joueur a fait boum. Pourquoi ? Eh bien, ça tombe bien, le café du matin, c'est un petit peu à ça qu'il sera consacré. Pourquoi un petit boom d'un cœur de joueur sur la vallée des marchands? C'est un jeu, déjà pour vous donner un petit peu les informations, qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. Je lis ce qui est conseillé ici. Il faut dire que c'est assez vrai, donc tout va bien. Et à partir de 12 ans, alors là pour le coup, par contre, à partir de 12 ans, je vous dirais que non, au sens où il est effectivement beaucoup plus abordable que ce que l'on pourrait croire. La vallée des marchands, c'est un jeu de deck building et de construction de tableaux. Deck building, pourquoi? Parce qu'on va démarrer avec quelques cartes en main. Ces cartes vont nous permettre d'aller acquérir d'autres cartes. Parmi ces cartes, bien sûr, il y a des cartes pas très intéressantes. Les cartes pas très intéressantes, ce sont les cartes Camelot. Les cartes Camelot, elles ne peuvent aller nulle part dans le tableau, à quelques exceptions près, et elles ne valent que 1. Et elles n'ont pas de capacité. Ça veut dire donc pas grand-chose, c'est bien de la camelote. Et comme on est des marchands, avec sa camelote, on va pouvoir peut-être aller sur l'étal des marchands, faire des trocs, et en l'occurrence, du coup, depuis ces trocs, avoir de nouvelles cartes. Donc c'est bien avec building, puisqu'on va se constituer son paquet. Et puis construction de plateau, de tableau, pardon. Pourquoi? Parce que il va falloir, c'est une course, être le premier à se faire un magnifique étal de valeur 1 à 8, donc ça veut dire 8 colonnes, et dans chaque colonne, il y a des cartes d'une seule couleur, autrement dit d'une seule peuplade, et avec des valeurs montantes. Je dois faire la colonne 1, puis la colonne 2, puis la 3, 4, 5, 6, 7, 8. En sachant que comme les cartes de base vont de valeur 1 à 5, je peux faire des colonnes de une seule carte jusqu'à 5. À partir de 6, 7 et 8, il va falloir que je mixe plusieurs cartes pour atteindre le bon total. Le problème est que cette course-là et ces cartes-là viennent de votre deck. Et donc, un petit peu comme Elysium en son temps, il va falloir que vous construisiez un deck de cartes avec des combos qui fonctionnent bien et casser un petit peu ces combos pour pouvoir faire votre tableau. Voilà l'objectif de la vallée des marchands. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous montrer un petit peu les composants qu'il y a dans la boîte de jeu. Grâce à notre ami Florian, vous allez pouvoir découvrir tout ça dans le bon sens. Alors, du coup, vous avez le petit plateau de jeu qui est ici. Alors, excellent, le plateau de jeu. Ce qui est très très bien, c'est que ce petit plateau de jeu, je ne m'en étais même pas rendu compte aussi au départ. Ça c'est celui de la première boîte, et il est recto verso. Et quand c'est le verso, c'est la nuit. C'est le même plateau, mais c'est la nuit. Il n'y a pas de variante nuit ou pas, hein, mais c'est pour le plaisir de l'avoir dans les deux sens.
Ça, c'est le plateau de la boîte numéro 1, la guilde des commerçants extraordinaires. On a le deuxième plateau, le plateau donc de la boîte numéro 2, l'ère des maîtres du commerce. Une fois encore, on a à chaque fois les différents composants, les différentes peuplades qu'il peut y avoir. Et il est lui aussi recto verso, parce qu'il y a des fois, c'est la nuit et le marchand n'attend pas pour faire de bonnes affaires. Voilà ensuite pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un tableau. Donc là, ici, j'ai fait un petit tableau. J'ai ma colonne numéro 1, j'ai ma colonne numéro 2, avec une seule peuplade. Ah, pardon, merci Florian, un peu plus bas. J'ai ma colonne numéro 2, avec une seule peuplade. J'ai ma colonne numéro 3, composée d'une carte 1 et d'une carte 2. Donc ça fait bien 3. J'ai une seule carte d'une seule couleur, donc tout va bien, 4, 5. Et je me suis arrêté pour l'instant à 6. J'ai encore donc 2 colonnes à faire avec mes cartes objets. Et vous voyez en dessous, ici, toutes les peuplades de la première boîte, toutes les peuplades de la deuxième boîte. Pour chacune de ces 2 boîtes, il y a des camelotes un petit peu particulières, ce qui donne de l'amusement, parce qu'en fait, au grosso modo, on peut se dire qu'on échange un peu n'importe quoi, ça peut être ça, ça peut être ça. Les cartes camelotes, bien sûr, des différentes boîtes peuvent être mélangées. Et il y a même un petit peuple supplémentaire qui arrive, ce sont les castors. Je vais vous en reparler dans quelques instants. Et ces castors viennent avec elles-mêmes leur camelote aussi, en plus d'un petit marché, tout rikiki quand on veut l'emmener en voyage. Ça, c'est la petite boîte qui est à part et c'est les castors communs méthodiques. Alors, je vais vous donner un petit peu d'informations sur le jeu en lui-même, maintenant que vous avez un peu plus en tête le matériel. Grosso modo, en fonction du nombre de joueurs, vous allez pouvoir... Attendez, bougez pas, je vais... Hop, voilà, merci Florian, je me suis remis à l'endroit et ça, j'aime beaucoup. Vous allez pouvoir choisir le nombre de peuplades, une peuplade par joueur, et donc du coup, ces peuplades-là sont toutes mixable, on va dire, à volonté. Je peux décider de jouer avec les pandas et avec les écureuils et avec les harfangs des neiges à une partie, et puis ne changer, en gardant les pandas et les écureuils, ne changer que les harfangs pour prendre les paresseux. Vraiment. Donc du coup, vous imaginez bien qu'avec déjà 13 peuplades différents, il y a largement de quoi faire pour découvrir des façons de jouer. Chacune de ces peuplades, bien sûr, est typée dans sa façon de jouer. On va y revenir, on va le voir en passant un petit peu en revue toutes ces peuplades. Donc au départ, je disais, vous prenez une peuplade par joueur, vous allez prendre chacun une carte 1 de toutes ces peuplades, ce sont les représentants des peuplades, et puis les autres cartes, les objets donc, de valeur 2 à 5, vont être mélangés entre elles pour faire la pioche. La pioche va venir sur le plateau que vous avez vu tout à l'heure, et le petit plateau, je vous l'avais pas dit, mais je vous le remonte, il a des valeurs croissantes, c'est-à-dire que la carte qui est la plus à droite va avoir sa valeur faciale, ensuite, en remontant un petit peu vers la pioche, valeur plus 1, puis plus 2, puis plus 3, puis plus 4. Donc ça veut dire qu'il y a un côté, je vais chercher une carte qui m'intéresse au plus tôt parce qu'elle vient de sortir, mais il faut que je la paye un petit peu plus cher, ou alors je prends le risque d'attendre qu'elle descende au fur et à mesure des achats, mais peut-être que je vais me la faire piquer. Bien. Maintenant que nous avons un petit peu nos cartes en main, on a de la camelote, bien sûr, pas mal de camelote au départ, et puis les cartes 1 des différentes peuplades. À chaque tour, j'ai plusieurs choix. Parmi plusieurs. Je vais pouvoir acheter des cartes. Là, c'est très facile. Je pose des cartes de différentes valeurs, j'additionne leurs valeurs et j'achète la carte du marché qui m'intéresse. Ça, c'est fait, c'est l'aspect deck building. L'autre possibilité, vous le comprendrez bien, et c'est l'aspect course pour gagner. Et attention, par rapport à un deck building, cet aspect course-là, on n'attend pas une fin de jeu comme Dominion parce qu'il y a X paquets terminés ou autre. Non, elle peut arriver très vite. Il faut se dire que au départ, je vais avoir besoin de 8 tours pour faire mes 8 piles. Mais si quelqu'un a commencé à bien préparer son deck et qu'il commence à dire « je pose,
je pose. Et sachant que vous n'avez qu'une action de pose de colonne par tour, ça peut avoir une incidence forte que de ne pas pouvoir le rattraper. Donc il faut faire attention de ne pas perdre son temps par rapport aux autres joueurs. Il faut vraiment regarder ce que les autres font. Donc la deuxième action, comme je vous le disais, c'est de poser une pile dans son tableau et donc développer son étal. On ne peut le faire que dans l'ordre. Et bien sûr, avec les pouvoirs, il est possible parfois de tricher un petit peu, mais on y reviendra. La troisième action possible, c'est de jouer une des capacités des cartes. Comme vous l'avez vu aussi tout à l'heure, chaque carte a un petit texte, et donc j'utilise sa technique, et la technique me permet de faire le petit pouvoir. Je fais le pouvoir, c'est mon action. Mais, c'est là que l'aspect combo entre en jeu, sur certaines cartes, il y a un petit plus, là aussi, et le petit plus indique que j'ai le droit de jouer une action supplémentaire. Je peux donc poser le paresseux que je viens de vous montrer, je peux le poser pour faire sa technique, et il y a un petit plus, donc je peux refaire une action derrière, qui peut être aller au marché, qui peut être faire mon étal, ou qui peut être rejouer encore une technique. Certaines cartes ont non pas le mot-clé technique, mais le mot-clé passif. Et le mot-clé passif, ça veut dire que, comme son nom l'indique, c'est une capacité qui est passive. Et vous allez voir que certains clans jouent de cette passivité ou de cette pseudo-passivité. Et là, en l'occurrence, vous savez jouer. Vous savez jouer. Je vais donc faire mes combos avec mes petits plus, entre acheter, entre poser à mon étal, entre utiliser les techniques, les unes entre elles, et les techniques vont se marier plus ou moins bien. Et je vais ensuite essayer de faire mon étal le plus vite possible pour exploser les autres joueurs. Alors, pour vous donner un petit peu cet aspect combo, passons en revue, alors c'est là où je vais récupérer mes notes, passons en revue les différents clans. Dans la boîte de base, vous trouvez les pandas. Alors, les pandas, ce sont des pandas géants négociants. Ce sont un peuple qui ont peu de combos. Ils n'ont qu'une seule carte qui leur permette de faire des combos. C'est la carte numéro 1. Alors, l'avantage, c'est que par contre, vous l'avez directement en base. Mais ils permettent de recycler le marché très vite. Et ils ont des capacités d'accélérateur. C'est-à-dire que c'est un peuple parfait pour s'initier au jeu. Vous allez pouvoir aller très très vite, vous allez pouvoir recycler un petit peu le marché, trouver la carte dont vous avez besoin, essayer de faire au plus vite votre étal. Donc les pandas, c'est normal, ils se trouvent dans la boîte de base. Ça se comprend facilement puisque c'est parfait pour prendre en main le jeu. Vous avez ensuite les aras écarlates brusques. Alors, eux permettent de jouer et de faire tourner le deck. Ils peuvent même, avec leur carte numéro 2, les cookies, augmenter la taille de la main. Normalement, la taille de la main est une taille de main à 5, mais là, les cookies ne comptent pas dans votre main. Et donc, du coup, vous allez pouvoir avoir une main plus importante et donc acheter plus, avoir plus de chances de faire son étal, etc., etc. Donc, les haras écarlates brusques sont des rapides. Ils sont assez bons en combo, puisqu'ils ont le 1, 3, 4 et 5 qui combattent, ce qui est quand même pratiquement tout sauf le 2, hein, grosso modo. J'aurais pu vous le dire comme ça aussi. Et enfin, vous avez... j'allais dire enfin, non, il en reste encore 3. Les caméléons ténébreux adaptables. Les caméléons ont une particularité, c'est qu'ils copient différentes cartes. Donc, dans ce deck numéro 1, les caméléons, il faut les considérer comme pas le plus touchy, si le plus touchy. Si je prends sur moi de dire que les caméléons, c'est un petit peu le plus touchy. Ils ont la copie de cartes. Alors, ils copient les cartes qu'il y a dans la défausse, ils copient les cartes qu'il y a dans le marché, ils copient les cartes qu'il y a, la première carte qui va être révélée. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ça demande de bien connaître le jeu pour savoir quand et quelle carte copier pour en tirer un maximum de bénéfices. Les caméléons ont peu de combos aussi. Ça, à mon avis, en termes de surcharge cognitive, game design, il valait mieux ne pas trop en rajouter. Ce qui explique qu'il n'y a que la carte 4 chez eux qui leur permet de comboter. Les ratons nordiques chapardeurs. Alors ceux-là, voilà la seule, non pas la seule, mais en tout cas, l'interaction directe, c'est dans la boîte de base, les ratons.
Donc, si vous voulez enquiquiner, taper, aller chercher chez les voisins, eh ben, vous incluez les ratons nordiques, chapardeurs. Attention, dans la vallée des marchands, les cartes sont disponibles pour tout le monde. Donc, si vous prenez les ratons, c'est que tout le monde aura accès aux ratons. Les autres joueurs, s'ils vous laissent prendre toutes les cartes des ratons, forcément, vous allez queener, parce que vous ne pourrez pas vous défendre. Une fois encore, c'est un jeu dans lequel l'information est relativement ouverte, et donc, du coup, il ne faut pas laisser quelqu'un trop se développer dans une peuplade, parce que sinon, il va en tirer toute la substantifique moelle, et il y a plutôt intérêt à ce que vous soyez plus rapide que lui pour pouvoir le rattraper. En tout cas, les ratons, c'est ce qui permet de faire du pif-paf en interaction directe. On a enfin, en avant-dernier, les écureuils volants. Alors, les écureuils volants, c'est pareil, je reprends mes notes, petite peuplade qui permet d'être facile à prendre en main, voilà, c'est ce que je voulais dire. Les écureuils volants permettent de maîtriser l'étal. Ils ont peu de combos, mais du coup, ils vont vous permettre d'aller récupérer vite ce qu'il vous faut et de maîtriser votre étal. C'est l'assurance de gagner très vite, normalement, hein, puisque vous pouvez rusher. Donc, avec les écureuils volants amasseurs, eh ben, vous pouvez rusher très vite sur la victoire en ayant l'avantage de jouer vos étals. Juste un exemple, le petit accordéon des écureuils qui est ici vous permet de constituer une pile de votre étal et de dire j'ajoute 1 ou j'enlève 1 à la valeur de ce que je mets. Et donc du coup d'avoir beaucoup plus de souplesse dans votre étal et dans les cartes que vous avez en main. Ah oui, pourquoi cette souplesse-là? Eh bien je vais vous le dire, c'est que malheureusement, vous allez devoir à un moment donné faire des piles, des colonnes, des tas de cartes de valeurs précises. Et donc, du coup, avoir les cartes précises pour ce faire. De la même peuplade. Et en même temps, alors attention, rassurez-vous, quand on termine, on reconstitue sa main à 5, bien sûr, on ne jette pas tout, sinon ça serait trop hasardeux. Là, vous allez compléter votre main à 5, donc vous pouvez garder la carte dont vous pensez avoir besoin jusqu'à faire tourner votre deck en essayant de récupérer celle que vous voulez. Mais ça va être très long. C'est très peu optimisé. Et c'est là où, du coup, cette optimisation est importante et c'est là où les écureuils volants sont bienvenus parce que vous allez pouvoir commencer à mettre de la camelote pour compléter, ça tombe bien, vous en avez plein, faire du +1 ou -1 pour votre colonne et donc du coup mélanger un petit peu plus facilement, faire tourner un petit peu plus facilement, votre deck. Enfin, une fois encore, de façon très aléatoire, mais ceux qui aiment prendre quelques risques apprécieront les oslos. Les oslos viennent avec un dé. Le dé est lancé à chaque fois que vous utilisez les techniques des oslos. Et les oslos vont vous permettre, en fonction du résultat du dé, d'avoir des valeurs en plus, d'avoir des bonus ou pas. Et donc, c'est le côté un petit peu hasardeux des oslos. Ils ont des cartes en interaction avec les autres joueurs. Donc, il y a un petit côté, pour les cartes 3 et 5, de petit côté raton. Je vais aller peut-être enquiquiner ou profiter des autres joueurs. Et ils ont beaucoup de combos, puisqu'ils combattent tous, sauf la carte 1. Autrement dit, la vallée des marchands, la première boîte, est une boîte qui est effectivement très bien pour démarrer, parce que c'est la boîte qui a le plus de peuplades simples à mixer et à maîtriser. La boîte numéro 2, l'ère des maîtres du commerce, comme vous allez le voir, est un petit peu plus technique. Alors, bon, il y en a une qui est très facile, ce sont les crocodiles. Les crocodiles, c'est peut-être parce qu'un crocodile, ça mord, le crocodile. Et là, en l'occurrence, les crocodiles font de l'interaction. Je tape, je vole, je fais en sorte que ça coûte plus cher à l'achat pendant tout un tour pour les adversaires. Les crocodiles ont du plus partout en plus. Donc, si vous voulez des parties en haute interaction et pendant tes dents, vous mettez les crocodiles, ça va comboter et ça va faire mal. Il n'y a pas de souci. En un petit peu parier aussi, on retrouve en équivalent des oslos les putois marbrés téméraires qui viennent eux aussi avec un de leurs dés, avec des faces spéciales, particulières. Ce sont les maîtres du pari.
je tente ma chance pour gagner une carte gratuite du marché, je tente ma chance pour pouvoir rejouer une action supplémentaire, etc. Donc ça c'est pour ceux qui, donc autrement dit c'est pas pour moi, hein. Les Oslo, vous l'aurez compris, les Oslo et les putois, je laissais tomber à partir du moment où il y avait un dé, j'ai arrêté. Nous avons ensuite, je vous le disais tout à l'heure, les Harfang. Les Harfang des neiges, très difficiles, je trouve, moi, à maîtriser, puisqu'ils sont en pouvoir décalé. Ils ont un tempo, comment vous le dire ça, oui, bah, décalé, il n'y a pas d'autre mot. Je pose cette carte, c'est tout du passif. Je pose cette carte, et s'il se passe quelque chose, alors je vais déclencher son pouvoir. Donc, je vais pouvoir. Après qu'un autre joueur a résolu une carte technique, vous pouvez consulter votre paquet, défausser une carte et le mélanger. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir recycler votre paquet rapidement en enlevant des cartes qui ne servent à rien. Mais c'est au moment où un autre joueur va faire telle ou telle chose. Au moment où vous allez mélanger votre paquet. Alors ça, c'est super intéressant. Au moment où vous mélangez votre paquet, mais c'est une carte 5, hein, ça n'arrive pas tout de suite, vous allez pouvoir du coup prendre votre deck et votre défausse, enfin les cartes que vous avez en main et votre défausse au moment où vous mélangez votre paquet, et vous allez vous constituer la main que vous voulez, ce qui est génial. Mais il faut bien le temporiser pour que ça arrive le plus souvent possible. Ça, ce sont les Harfang. Ensuite, vous avez les paresseux dont on parlait tout à l'heure. Les paresseux ont l'avantage de pouvoir avoir un timing. Donc là, ce timing, c'est pas en fonction d'un déclenchement, c'est au prochain tour. Donc ça veut dire que vous avez une préparation forte. Vous jouez vos cartes, il y a beaucoup de plus, donc c'est une peuplade à combo. Donc vous préparez vos cartes et au prochain tour, ça va faire bam, 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 bam. J'ai le droit à +2, j'ai le droit de prendre gratuitement une carte du marché et j'ai le droit de faire une pile sur mon étal. Donc si vous avez bien préparé votre tour, ça fait très mal. Attention, c'est forcément un petit peu plus touchy. Au moins, les Fennecs viennent rajouter un petit peu de douceur dans ce monde de Bruck, puisque les Fennecs jouent pour tout le monde, de façon un petit peu amicale. En passant par la droite, tout le monde pioche dans le marché. En passant par la gauche, tout le monde peut aller chercher une carte dans sa défausse, etc., etc. Les Fennecs sont donc gentils, par essence. Si vous voulez un jeu un peu plus gentil, vous mettez les Fennecs. Mais pour pouvoir gagner, il va falloir prendre plus d'avantages que les autres joueurs en faisant ça. Donc, c'est à jouer de façon maligne. Et enfin, on termine avec les ornithorynques expérimentateurs. Voilà. Et les ornithorynques expérimentateurs, l'avantage, c'est qu'ils contrôlent. C'est un deck contrôle sur l'achat et sur la main. Ils ont quelques combos, mais c'est plutôt, quand je dis un deck contrôle, j'espère que vous êtes habitués du vocabulaire un petit peu Magic-like. Ça veut dire qu'effectivement, ils permettent de gérer plus facilement le hasard de la pioche, le hasard de la pioche des marchés, le hasard de la pioche de la main, le hasard des cartes que l'on a et qu'on va pouvoir recycler pour aller le plus vite possible. Donc c'est un deck contrôle que vous permettent ces bricoleurs increvables que sont les ornithorynques. Et enfin, pour terminer, dans un petit deck à part, ça veut dire que le maître des marchands, la vallée des marchands était un Kickstarter et ça fait partie des petits bonus que l'on retrouve enfin maintenant en français grâce à Brajlon. C'est les castors. Et ces castors communs méthodiques vous permettent une planification. Donc vous allez planifier votre étal, le recyclage de votre carte, de vos mains, les achats et les purs. Ils ont beaucoup de combos, mais ils l'ont mis en deck à part et ils le disent aussi. Brajlon était avec nous pour le signaler. C'est un deck qui demande à se maîtriser. Là, on a fait le tour de façon systématique. Vous vous êtes peut-être rendu compte que ces 13 peuples sont tous identifiés en termes de mécanique de jeu, en termes de difficulté de maîtrise, et on voit très bien, je trouve en tout cas, j'espère que vous l'avez senti, mais si ce n'est pas le cas, je vous le redis, on voit très bien que dans cette deuxième boîte, on a passé un cap dans la façon de jouer à la vallée des marchands. Je le redis, c'est une course. Ne perdez jamais cet aspect de vue dans la vallée des marchands. Il va falloir que vous alliez le plus vite possible pour faire votre étal. Si vous achetez peu de cartes et qu'elles vous servent toutes à faire votre étal de 1 à 8, c'est parfait.
parce que vous n'allez pas avoir à perdre de temps d'acheter trop de cartes, vous n'allez pas avoir à perdre de temps à recycler votre défausse, à la remélanger et récupérer. Seulement, voilà, pour pouvoir le faire, il faut des cartes pour acheter, et c'est là tout l'intérêt de la vallée des marchands. C'est que tout d'un coup, on va acheter des cartes à 5, je pose ma carte 5, et là, bam, gros coup de frein, parce que ma capacité d'achat va se retrouver diminuée d'autant. Et donc, du coup, la gestion de la courbe, entre guillemets, la gestion de la courbe achat-pause est très importante. Combien de parties ai-je vu perdre parce que je me suis senti bien, ça y est, je suis prêt, je vais pouvoir jouer 1, 2, 3, 4, 5. Je joue mes 1, 2, 3, 4, 5. Gros coup de frein dans ma phase d'achat. Je ne peux plus acheter à nouveau que des cartes à 3 et puis ensuite à 4. Sauf qu'il faut que j'achète celles de la même peuplade pour pouvoir faire le 6, 7 et 8. Et là, du coup, je perds du temps et je perds la partie. C'est ce qui explique ce petit coup de cœur que, une fois encore, je vous le redis, hein, quand Brajlon nous l'avait présenté, le jeu de Sami Laxo, Laxo, ah la vache, à chaque fois je mets le S dans l'autre sens. Oui, c'était plaisant. Voilà, je vais être franc, je l'avais trouvé très agréable. Mais bon, voilà, petit jeu, pas cher, j'en sais rien. Peut-être que les illustrations, ça y est, ben voilà, j'ai perdu de qui c'est. Et ben ça, c'est pas très bien, j'aurais dû le noter avant. La couverture est de Sami Laxo lui-même. Ah bah d'accord, bah ok, donc du coup, en l'occurrence, pas de souci. Les illustrations sont toutes mignonnettes. Et donc, c'est pas un Thunderstone où on sent que ça va bastonner dans les coins. C'est pas un Ascension avec des choses un petit peu marquées comme ça visuellement. Tentez plus pour d'autres deck building. Celui-là a un petit côté un petit peu mignon. Et pourtant, sincèrement, en tant que joueur, penchez-vous-y éventuellement, essayez-le. Vous allez vous rendre compte que pour un petit jeu, il en a vraiment beaucoup dans la boîte. La numéro 2 est plus exigeante, plus joueur, plus joueuse. Si vous le sentez, il est tout à fait possible de commencer par cette boîte-là. Il n'y a pas de problème. Très vite, je vous avoue que j'ai eu envie de pouvoir un petit peu mixer, mélanger tout. Donc, il y a effectivement une très bonne courbe, comme le dit Aurélien Le Geek, je suis bien d'accord, une très bonne courbe d'apprentissage et une tension pour toutes les parties. Ah bah tiens, merci Emmanuel Béramar qui nous précise qu'il est non seulement auteur et illustrateur, mais c'est lui, dans ce KS, qui a été aussi l'éditeur, Brajlon nous le rendant disponible en français. Donc, en l'occurrence, sincèrement, c'est un coup de cœur que cette vallée des marchands. Le seul que je n'ai encore pas joué, parce qu'il me paraît un petit peu plus complexe, parce que c'est celui qui donne la plus grande maîtrise de l'ensemble, c'est les castors communs méthodiques. Ça vient de sortir, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, donc je ne peux pas vous en dire plus sur la maîtrise possible de cette peuplade. Alors, est-ce que ça veut dire que la vallée des marchands peut, avec cette deuxième boîte, avec ce Seal of Excellence de The Dice Tower, je vous l'avoue, hein, pour moi, c'est un Monsieur Guillaume Approved sans aucun problème. Même si c'est un Monsieur Guillaume Approved à retardement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parfois, il faut un petit peu plus de temps pour apprécier un jeu. Je suis ravi que Brajlon ait continué et ait traduit la boîte numéro 2. C'est celle qui aura permis de me rendre compte toute la richesse potentielle de ce jeu. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous allez automatiquement accrocher? Non, pas du tout. Hein. La preuve, il y en a qui préfèrent d'autres deck building. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Je trouve que celui-ci a un avantage fort qui est celui de pouvoir, entre guillemets, initier facilement au jeu de deck building et en même temps découvrir une finesse qui demande du coup de la pratique, d'y revenir, et ça tombe bien, de toute façon, toutes les parties, la durée de partie est assez réelle, alors sauf si on a des analyseurs paralyseurs, qui là, du coup, avec quelques peuplades, ça peut devenir brainy au possible, et donc un petit peu puzzle game. Mais sinon, la partie 30 minutes se passe très très bien. Normalement, oui, effectivement, la troisième boîte sera traduite, puisqu'il y en a une troisième, et je l'attends de fait avec impatience. Voilà pour la vallée des marchands, un coup de cœur de Monsieur Guillaume. C'est juste que je voulais vous le partager.
Je vous le redis, c'est 13 peuplades. Commencez par la boîte 1 si vous voulez ne pas trop risquer. C'est celle qui peut se mettre entre les mains d'un nouveau joueur ou d'une nouvelle joueuse. Voyez avec la boîte 2 si vous voulez aller directement dans du un peu plus pendant tes dents, un peu plus réflexif. Quoi qu'il en soit, c'est un gros coup de cœur que cette Vallée des Marchands. C'est disponible en français, c'est chez Brajlon. Et un très grand bravo à monsieur Samy Laxo pour cette petite invention qui fonctionne très très bien, qui a un petit goût d'Elysium, mais en plus accessible. C'était notre café du matin avec la Vallée des Marchands. Ne vous inquiétez pas, on se garde un petit moment pour les questions-réponses, mais pour le café du matin, aujourd'hui, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec Madame Mathilde et notre ami Axolot, pas Axolot. Vous avez vu d'ailleurs, Axolot, il joue à Dicrou, mais avec notre ami Axolot Patrick Beau. Et en attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée. Ciao! Fin du café du matin. Boum!